Bienvenue, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos, la chaîne où nous explorons la vie des plus grands stratèges qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans la légende de Subutai, le maître tacticien mongol qui, par son génie militaire, a forgé l'un des empires les plus vastes du monde. Son ingéniosité et ses manœuvres révolutionnaires ont redéfini l'art de la guerre. Avant de nous aventurer dans son histoire épique, n'oubliez pas de laisser un like, de partager vos impressions en commentaire, de partager cette vidéo et de vous abonner à Stratégos pour continuer à découvrir des récits de conquête et de stratégie. Que l'histoire commence. Imaginez un guerrier qui n'a jamais perdu une bataille majeure de toute sa vie. Un stratège qui mena les hordes mongoles du cœur de l'Asie jusqu'aux portes de l'Europe. Subutai, le bras droit de Gengis Khan, fut bien plus qu'un simple commandant militaire. Il fut un visionnaire, un maître de la stratégie et un symbole de la grandeur mongole. Mais comment un humble berger devint-il l'architecte d'un empire qui changea le cours de l'histoire? Subutai naquit vers 1175 dans les vastes steppes d'Asie centrale, terre des Mongols et d'autres tribus nomades. Son clan, les Uryankai, n'était pas l'un des plus puissants. C'était un peuple humble, composé de bergers et de chasseurs, dont l'existence était rythmée par les cycles de la nature. Pour les Mongols, leur environnement était aussi impitoyable que formateur. La survie dépendait de la capacité à chasser, monter à cheval et travailler en communauté. Subutai grandit dans ces traditions. Sa famille élevait des chevaux et des moutons. Et dès son plus jeune âge, il apprit les compétences essentielles d'un nomade. Monter à cheval, tirer à l'arc et lire le terrain. Mais Subutai possédait quelque chose qui le distinguait des autres jeunes de son clan, un esprit exceptionnel. Dès l'enfance, il montrait une aptitude naturelle pour l'observation et l'apprentissage. Il n'était pas le plus fort physiquement, mais sa ruse et sa discipline faisaient de lui quelqu'un de remarquable. Pour un enfant né dans une famille modeste, les perspectives d'avenir étaient limitées. Pourtant, le destin en décida autrement. Pour comprendre Subutai, il faut d'abord saisir le contexte dans lequel il évolua. Au XIIe siècle, les steppes étaient fragmentées, divisées en une multitude de clans et de tribus constamment en guerre. Ce chaos était le terreau idéal pour l'émergence d'un leader capable d'unifier les Mongols. Ce leader, ce fut Temujin, qui allait devenir Gengis Khan. Gengis Khan se révéla être un visionnaire, capable de transformer la société mongole. Plus qu'un simple guerrier, il était un stratège politique et militaire. Il réforma les alliances tribales et instaura un système méritocratique où la loyauté et la compétence étaient récompensées, plutôt que le statut de naissance. Cette réforme fut cruciale pour des hommes comme Subutai, qui, sans ascendance noble, pouvaient gravir les échelons s'ils faisaient leurs preuves. Grâce à ce nouveau système, les Mongols devinrent une machine de guerre imparable. Subutai, alors un jeune homme ambitieux, vit une opportunité unique dans cette révolution sociale. Dès le départ, il se démarqua par sa loyauté absolue envers Gengis Khan et sa capacité à penser au-delà des conventions. La rencontre entre Subutai et Gengis Khan est l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire de l'Empire mongol. Selon les chroniques, Subutai ne descendait ni d'une lignée aristocratique ni d'une caste guerrière. Pourtant, il parvint à entrer dans le cercle de confiance de Gengis Khan grâce à son frère Gelm, qui était déjà un fidèle compagnon du futur Khan. Subutai commença comme gardien, un poste modeste mais stratégique pour quelqu'un qui voulait apprendre. Durant ces années, il observa comment Gengis Khan consolidait son pouvoir et remportait des batailles décisives contre les tribus rivales. Chaque campagne était une leçon, et Subutai, doté d'une intelligence perçante, en retenait chaque détail. Sa première opportunité de se distinguer survint lors des premières campagnes contre les Tatars, où il démontra non seulement du courage au combat, mais aussi une capacité à anticiper les mouvements de l'ennemi. Gengis Khan, qui cherchait toujours à s'entourer des meilleurs, prit note de ses compétences. Mais Subutai n'était pas seulement un soldat, il était aussi un penseur. Plutôt que de se contenter d'exécuter des ordres, il analysait comment améliorer les stratégies. Il possédait l'esprit stratégique dont Gengis Khan avait besoin
pour étendre ses ambitions au-delà des steppes. Dans le monde mongol, la loyauté était une vertu fondamentale. Subutai ne se contentait pas d'être loyal, il comprenait la vision de Gengis Khan comme peu d'autres. Ils partageaient la même perspective. Les tribus divisées devaient être unifiées sous un seul chef, et le monde au-delà des steppes était prêt à être conquis. La relation entre Subutai et Gengis Khan reposait sur une confiance mutuelle. Subutai comprit rapidement que la clé de la victoire ne résidait pas seulement dans la force brute, mais aussi dans la logistique, la planification et la discipline. Cette approche correspondait parfaitement à la vision de Gengis Khan d'une armée capable de s'adapter à tous les défis. Une anecdote célèbre raconte comment Subutai, alors encore jeune, proposa une manœuvre en tenaille pour encercler un ennemi numériquement supérieur. Bien que cette idée fût audacieuse, Gengis Khan l'approuva et la stratégie se révéla être un succès. Cet événement scella la confiance de Gengis Khan en Subutai et marqua le début d'une des alliances militaires les plus redoutables de l'histoire. Subutai passa du statut de simple berger à celui de stratège en formation sous la tutelle du plus grand leader de son époque. Son histoire ne faisait que commencer, mais les fondations de sa grandeur étaient déjà posées. Il avait appris à combiner l'humilité de ses origines avec une ambition sans limite. Son ascension ne fut pas un hasard. Elle résulta d'un système qui récompensait la compétence et la loyauté, d'un esprit exceptionnel capable de lire à la fois le terrain et les hommes, et d'une relation basée sur une confiance absolue avec Gengis Khan. Dans l'histoire de l'humanité, peu de stratèges ont été aussi influents que Subutai, le génie militaire qui mena les Mongols à la conquête d'empires entiers et redéfinit l'art de la guerre. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré les origines modestes de Subutai et la manière dont il est devenu un protégé de Gengis Khan. Aujourd'hui, nous suivons son ascension, de ses premières campagnes à sa transformation en architecte des conquêtes qui ébranlèrent le monde. Préparez-vous à plonger dans les batailles qui ont forgé sa légende, où ruse, logistique et maîtrise de la psychologie militaire firent de lui le cerveau derrière l'armée la plus redoutable de son époque. Lorsque Gengis Khan unifia les tribus mongoles en une armée unique et puissante, Subutai était un jeune commandant qui apprenait encore les secrets de la guerre. Lors de ses premières campagnes, Subutai démontra non seulement du courage au combat, mais aussi une capacité extraordinaire à s'adapter et à apprendre. La campagne contre les Tatars fut l'une des premières occasions où il se démarqua. Gengis Khan, connu pour récompenser la méritocratie, confia à Subutai des missions de reconnaissance et de logistique. Ces tâches étaient cruciales, car les Mongols dépendaient d'un approvisionnement constant en vivres et en ressources pour leurs chevaux et leurs guerriers. C'est ici que Subutai commença à révéler son génie logistique, veillant à ce que l'armée soit toujours ravitaillée et prête à se déplacer avec une rapidité déconcertante. Sa capacité à lire le terrain, anticiper les mouvements ennemis et exploiter la mobilité mongole attira l'attention de Gengis Khan. Subutai n'apprenait pas simplement. Il se préparait à quelque chose de bien plus grand. La véritable épreuve pour Subutai arriva lors de la conquête de l'Asie centrale, une région qui représentait un défi redoutable, même pour l'armée mongole. Les cités-États de la région, comme Samarcande et Boukhara, étaient riches et fortement fortifiées. Pour beaucoup, elles étaient imprenables. Mais pas pour Subutai. C'est ici que Subutai révolutionna l'art de la guerre. Il comprit que la victoire ne reposait pas uniquement sur la force brute. Il combina des manœuvres rapides avec un emploi stratégique de la psychologie, semant la confusion parmi ses ennemis. Un exemple brillant fut sa tactique de la fausse retraite. Subutai orchestrait des mouvements où les Mongols faisaient semblant de fuir, incitant leurs ennemis à les poursuivre dans des embuscades parfaitement planifiées. Cette stratégie, utilisée à plusieurs reprises, démoralisait ses adversaires et sapait leur confiance dans leur propre tactique. À Samarcande, Subutai supervisa un siège où il utilisa des tours de siège et des catapultes, des technologies adaptées aux ennemis conquis. Mais son innovation la plus impressionnante fut sa capacité à coordonner différentes unités sur de vastes distances. Les Mongols semblaient être partout à la fois,
un témoignage du génie logistique de Subutai. L'un des chapitres les plus fascinants de la carrière de Subutai fut sa collaboration avec un autre commandant de génie, Jebé. Ensemble, ils dirigèrent l'une des expéditions les plus audacieuses de l'histoire, une campagne vers l'ouest, qui les mena à affronter de nouveaux ennemis et à tester leurs tactiques sur des terrains inconnus. En 1221, après avoir vaincu l'empire khwarezmien, Subutai et Jebé menèrent une campagne d'exploration qui traversa la Perse et le Caucase, affrontant des armées variées, des Géorgiens aux tribus alanes. Cette expédition culmina en 1223 avec la bataille de la rivière Khalkha, un affrontement épique contre une coalition de princes russes et leurs alliés Koumans. La bataille fut une démonstration magistrale des capacités tactiques de Subutai. Une fois encore, il utilisa la retraite feinte pour diviser l'ennemi. Les Russes et les Koumans, confiants dans leur victoire apparente, poursuivirent les Mongols pendant plusieurs jours, s'épuisant progressivement. Subutai les mena jusqu'à la rivière Khalkha, où des renforts mongols les attendaient, prêts à les prendre en embuscade. Le résultat fut un massacre. Les Mongols anéantirent l'armée ennemie et envoyèrent un message clair. Personne, pas même les puissants princes russes, n'était hors de leur portée. La bataille de la rivière Khalkha illustre parfaitement le génie tactique de Subutai. Mais qu'est-ce qui rendait ses stratégies si efficaces? Premièrement, sa capacité à exploiter la mobilité. Les armées mongoles, montées sur des chevaux légers, pouvaient parcourir des distances immenses en un temps record, frappant avant que l'ennemi ne puisse réagir. Subutai porta cette stratégie à un niveau supérieur, en coordonnant plusieurs colonnes de troupes qui attaquaient depuis différentes directions, désorientant et divisant ses adversaires. Deuxièmement, l'effet de surprise. Subutai comprenait que la surprise était un élément clé pour remporter une bataille. À la rivière Khalkha, les princes russes ne s'attendaient ni à une attaque aussi rapide, ni à une organisation aussi parfaite des Mongols. Troisièmement, l'utilisation de la psychologie. Subutai savait comment démoraliser ses ennemis. Que ce soit en terrorisant les villes par des embuscades, en signant des alliances temporaires qu'il rompait au moment opportun, ou en exploitant la peur et l'incertitude, son esprit stratégique était toujours en avance d'un coup. Ces techniques n'étaient pas simplement celles d'un commandant talentueux. Elles révélaient une visionnaire, un homme qui comprenait que la guerre ne se limitait pas aux affrontements sur le champ de bataille, mais qu'elle était un jeu de domination mentale et logistique. À mesure que Subutai enchaînait les victoires, son influence sur les décisions militaires de Gengis Khan grandit considérablement. Bien que Gengis Khan soit le souverain absolu, il s'appuyait de plus en plus sur la capacité de Subutai à planifier et exécuter des campagnes militaires. On raconte que Gengis Khan appréciait particulièrement la capacité de Subutai à anticiper les problèmes et à les résoudre avant qu'ils ne deviennent des menaces majeures. Cette qualité fit de lui l'un des stratèges les plus fiables du Khan, capable de transformer même les situations les plus désespérées en victoires éclatantes. Mais Subutai n'était pas simplement un soldat obéissant. C'était un visionnaire qui voyait au-delà des conquêtes immédiates. Ses campagnes ne cherchaient pas seulement des victoires militaires, mais aussi à étendre les routes commerciales, à consolider le pouvoir mongol dans des régions stratégiques et à s'assurer que les ennemis ne puissent jamais se relever. Chaque bataille s'inscrivait dans une vision plus vaste. Et cette vision n'était rien de moins que la domination totale. Le humble berger qui était devenu l'architecte de victoires légendaires n'en était qu'au début de son ascension. Après la consolidation du pouvoir de Gengis Khan, le regard des Mongols se tourna vers la Perse et l'Asie occidentale, des territoires riches en commerce, en culture et en ressources. Subutai joua un rôle fondamental dans la campagne contre l'empire khwarezmien, un adversaire redoutable. L'armée mongole, sous le commandement de Gengis Khan et avec Subutai à la tête des forces clés, lança une offensive dévastatrice. C'est ici que Subutai démontra sa maîtrise logistique, organisant des déplacements de troupes à travers d'immenses distances, garantissant que les Mongols disposent toujours de vivres, de chevaux frais et d'armes prêtes au combat. L'une de ses stratégies les plus brillantes fut de diviser l'armée en plusieurs colonnes, avançant simultanément, mais convergeant à des moments critiques.
Cette tactique permit aux Mongols d'attaquer depuis des directions inattendues, semant la confusion parmi leurs adversaires. À Nishapur et dans d'autres villes, Subutai supervisa des tactiques de siège innovantes, combinant armes capturées et stratégies de terreur. Les fortifications, qui avaient été un symbole de sécurité en Asie occidentale, devinrent de véritables pièges mortels. Pour Subutai, le message était clair. Personne n'était à l'abri. Après la mort de Gengis Khan en 1227, la mission d'expansion mongole ne s'arrêta pas. Sous le règne de son successeur, Ögedei Khan, Subutai mena une série de campagnes qui allèrent conduire les Mongols en Europe orientale, à commencer par l'invasion des principautés russes. À cette époque, la Russie n'était pas un État unifié. Elle était divisée en principautés rivales, aux alliances fragiles et aux armées désorganisées. Subutai vit dans cette situation une opportunité parfaite pour appliquer sa stratégie favorite, diviser pour mieux régner. En 1237, les Mongols débutèrent leur invasion, ravageant des villes comme Ryazan et Vladimir avec une brutalité implacable. Finalement, en 1240, Kiev, la perle des principautés russes, tomba sous les coups des Mongols. Subutai dirigea le siège de Kiev, utilisant des machines de siège sophistiquées pour briser les murailles et lançant une attaque finale qui laissa la ville en ruine. L'impact psychologique fut dévastateur. Les nouvelles de la chute de Kiev et des méthodes de terreur mongoles se répandirent rapidement, instillant la peur dans toute l'Europe. Mais avant même la chute de Kiev, Subutai avait déjà perfectionné l'art de la guerre psychologique lors de la bataille de la rivière Kalka, un épisode révélateur de la redoutable efficacité de ses stratégies militaires. En 1223, à la tête d'une coalition de forces mongoles aux côtés de Gébé, Subutai affronta une alliance de princes russes et de tribus koumanes. Une fois encore, il mit en œuvre sa tactique favorite, la retraite feinte, attirant l'ennemi dans un piège soigneusement préparé. Les Russes, sûrs de leur victoire, poursuivirent les Mongols pendant plusieurs jours, s'épuisant physiquement et moralement. Lorsqu'ils atteignirent enfin la rivière Kalka, les Mongols contre-attaquèrent avec une force dévastatrice. Le résultat fut un massacre. Subutai ne se contenta pas de détruire l'armée ennemie. Il démontra aussi sa capacité à utiliser la peur comme une arme. Les princes russes capturés furent exécutés de manière symbolique, écrasés sous des planches de bois, tandis que les généraux mongols célébraient un banquet au-dessus de leur corps. Le message était clair. Résister aux Mongols signifiait une destruction totale. En 1241, Subutai organisa l'une des campagnes les plus ambitieuses de sa carrière, l'invasion simultanée de la Hongrie et de la Pologne. Ce fut une démonstration magistrale de stratégie militaire, où Subutai coordonna des attaques sur plusieurs fronts, s'appuyant sur des éclaireurs et des espions pour garder toujours une longueur d'avance. En Pologne, les Mongols vainquirent une coalition de chevaliers européens lors de la bataille de Liegnitz. Bien que numériquement inférieurs, ils tirèrent parti de leur vitesse, de leurs manœuvres tactiques et du pouvoir destructeur de leurs archers montés. En quelques heures, la coalition européenne fut anéantie, laissant la Pologne sans défense. Pendant ce temps, en Hongrie, Subutai dirigea personnellement l'armée mongole lors de la bataille de Mohi. Là, son génie tactique brilla avec une intensité éclatante. Il combina attaque frontale et manœuvres de flanc pour déstabiliser l'armée hongroise, pourtant supérieure en nombre. Le point culminant de la bataille fut l'utilisation de catapultes et de flèches incendiaires pour frapper le camp ennemi, provoquant panique et chaos. Lorsque les Hongrois tentèrent de battre en retraite, les forces de Subutai bloquèrent toutes les voies d'évasion. Le résultat fut une nouvelle boucherie. Subutai ne se contenta pas seulement de remporter la bataille, il démontra aussi que les armées européennes, avec leur cavalerie lourde et leurs tactiques obsolètes, n'étaient pas prêtes à affronter la puissance mongole. Pourquoi ces campagnes furent-elles si réussies? La réponse réside dans l'ensemble unique de compétences que Subutai maîtrisait: stratégie, logistique et renseignement. Subutai ne laissait rien au hasard. Avant chaque campagne, il envoyait des éclaireurs pour cartographier le terrain, repérer les forteresses ennemies et analyser leurs points faibles.
Il exploitait également un réseau d'espions qui s'infiltrait dans les cours européennes, collectant des informations cruciales sur les alliances et les mouvements militaires. Mais peut-être que son plus grand atout fut son capacité à coordonner plusieurs fronts de bataille. Subutai comprit que la guerre ne consistait pas seulement à remporter des batailles, mais à déstabiliser complètement ses ennemis en les attaquant depuis des directions inattendues et en les forçant à diviser leurs forces. En Europe, les victoires mongoles ne se contentèrent pas seulement d'anéantir des armées. Elles changent à jamais la perception des Mongols. Pour de nombreux Européens, les Mongols ne représentaient de plus seulement une armée, mais une force implacable, presque apocalyptique. Cependant, l'avancée mongole en Europe prit fin brutalement avec la mort d'Ögödei Khan en 1241. Subutai, toujours fidèle au système mongol, retira ses troupes pour participer à l'élection du nouveau grand khan. Mais l'impact de ces campagnes avait déjà laissé une marque indélébile dans l'histoire européenne. Au cœur du pouvoir mongol, le destin d'un empire colossal était en suspens. La mort de Gengis Khan en 1227 marqua un tournant décisif, non seulement pour les Mongols, mais aussi pour Subutai, le stratège qui avait mené ses armées à la victoire lors de campagnes épiques. Cet épisode examine comment Subutai, maître de la guerre, affronta les défis d'un empire en transition. Nous verrons comment il navigua entre de nouveaux dirigeants, ajusta ses stratégies et continua de façonner l'histoire de l'humanité. Lorsque Gengis Khan mourut en 1227, le monde mongol entra dans une période d'incertitude. Sa disparition ne laissa pas seulement un vide de pouvoir, mais souleva également des questions sur l'avenir des campagnes en cours. Pour Subutai, cette perte fut plus que personnelle. Gengis Khan avait été son mentor, l'homme qui avait reconnu son génie militaire et lui avait donné les moyens de l'exploiter. Sans le leadership charismatique de Gengis Khan, l'Empire pouvait-il maintenir son élan conquérant? Les campagnes en cours, comme la guerre contre l'Empire khwarezmien et les incursions en Europe, furent momentanément affectées. Mais c'est ici que Subutai démontra sa véritable grandeur. Plutôt que de vaciller, il réaffirma sa loyauté envers le système mongol, s'engageant à poursuivre les conquêtes sous les ordres des nouveaux dirigeants. Après la mort de Gengis Khan, le trône revint à Ögödei Khan, le troisième fils du grand conquérant. Bien que Subutai n'ait aucun lien familial avec l'élite mongole, sa réputation et ses exploits lui garantirent une place de confiance dans l'entourage du nouveau khan. Ögödei Khan tenait à l'expansion de l'empire autant que son père, et Subutai fut un élément clé dans l'exécution de cette vision. Sous son règne, Subutai reçut des ressources considérables pour mener l'une des campagnes les plus ambitieuses de l'histoire, l'invasion de l'Europe orientale. Cependant, travailler sous de nouveaux dirigeants ne fut pas une tâche facile. Alors que Gengis Khan lui donnait une grande liberté dans ses décisions stratégiques, Subutai dut s'adapter aux dynamiques politiques et aux personnalités complexes d'Ögödei et des autres fils de Gengis. Subutai n'était pas seulement un guerrier, il était aussi un diplomate de l'ombre, naviguant habilement entre les intérêts de la noblesse mongole, veillant à ce que ses campagnes bénéficient du soutien politique et militaire nécessaire. L'invasion de l'Europe avait atteint son apogée en 1241, avec des victoires écrasantes lors des batailles de Liegnitz et de Mohi. Mais alors que les Mongols étaient sur le point de consolider leur pouvoir en Occident, arriva la nouvelle de la mort d'Ögödei Khan. Selon la tradition mongole, tous les commandants de haut rang devaient retourner en Mongolie pour participer au Kurultai, l'assemblée chargée d'élire le nouveau grand khan. Subutai, toujours fidèle aux règles de l'Empire, obéit sans hésitation. Cette décision stratégique marqua un tournant crucial dans l'histoire mondiale. Le retrait des forces mongoles permit à l'Europe de se ressaisir, mais il démontra aussi la discipline et l'unité interne de l'Empire mongol. Subutai savait que le succès à long terme dépendait d'un leadership fort et cohérent, même si cela signifiait abandonner des campagnes prometteuses. Bien que son retrait d'Europe marquât la fin d'une ère de conquêtes occidentales, Subutai n'était pas prêt à ranger son arc et son épée. Durant les dernières années de sa vie, il continua de mener des campagnes en Asie et au Moyen-Orient.
consolidant les territoires déjà conquis par les Mongols. Lors d'une de ses dernières grandes campagnes, Subutai joua un rôle clé dans la pacification des régions rebelles en Chine et le renforcement des routes commerciales reliant l'immense empire mongol. Ces routes, connues sous le nom de routes de la soie, devinrent les artères vitales de l'économie et de l'administration mongole. Même dans sa vieillesse, Subutai prouva que la guerre était un art qu'il maîtrisait parfaitement. Contrairement à beaucoup de chefs militaires, il ne fut jamais aveuglé par l'arrogance ou la quête de pouvoir personnel. Chaque mouvement était calculé, chaque décision prise avec l'efficacité d'un stratège dévoué au bien de l'Empire. La capacité de Subutai à s'adapter aux changements de leadership et à l'évolution de l'Empire mongol témoigne de son génie. Il ne fut pas seulement le bras armé des conquêtes, mais aussi une figure clé dans la transition du pouvoir après la mort de Gengis Khan. Subutai comprit que la survie de l'Empire dépendait de sa capacité à s'adapter au nouveau contexte et aux nouveaux dirigeants. À mesure que l'Empire grandissait, les loyautés étaient mises à l'épreuve, mais Subutai resta inébranlable. Après des années de conquêtes et de batailles, Subutai, le guerrier infatigable, commença à se retirer dans les dernières années de sa vie. En 1241, après la grande campagne en Europe, il reçut l'ordre de retourner en Mongolie, à la suite de la mort de Jodai Khan. Bien que Subutai restât actif sur le front pendant plusieurs années encore, en 1248, son histoire de victoire toucha à sa fin. Il se retira alors à une vie plus paisible, devenant conseiller et s'éloignant du champ de bataille. Mais son esprit stratégique ne s'arrêta jamais. La guerre coulait encore dans ses veines, et son héritage était sur le point d'être scellé. Sa mort en 1248 ne marqua pas la fin de son influence. Ce fut au contraire la clôture d'une ère de conquête et de gloire pour l'Empire mongol. Mais malgré son retrait, Subutai resta une figure clé dans le destin de l'Empire. Durant les dernières années de sa vie, il maintint des contacts étroits avec les dirigeants mongols, y compris les descendants de Gengis Khan. Son héritage ne survécut pas seulement à travers ses batailles, mais aussi dans la manière dont il transforma l'art de la guerre. Les réalisations de Subutai sont indiscutables. Il fut un stratège visionnaire qui révolutionna la guerre, créant un modèle de mobilité et de surprise qui a été étudié pendant des siècles. Sa capacité à diriger des armées sur de longues campagnes, à maintenir des lignes de ravitaillement efficaces et à exploiter la guerre psychologique et l'usure est ce qui lui a assuré une place parmi les plus grands maîtres de l'histoire militaire. Subutai innova par son utilisation magistrale de la guerre psychologique. L'un de ses mouvements les plus célèbres fut l'utilisation de fausses retraites, une tactique qui poussait ses ennemis à se relâcher, croyant à une victoire facile, pour être ensuite surpris par une attaque soudaine et écrasante. Sa mobilité exceptionnelle et l'utilisation de la cavalerie légère permirent aux Mongols de conquérir d'immenses territoires en un temps record, toujours un pas devant leurs adversaires. Il comprit l'importance du renseignement et de l'espionnage. Alors que d'autres généraux se reposaient sur la seule force brute, Subutai était passé maître dans l'art de recueillir des informations avant chaque bataille. Il utilisait des espions et des éclaireurs pour étudier en détail les routes, les fortifications et les faiblesses de ses ennemis, lui offrant un avantage stratégique décisif. Ses succès dans des batailles comme la bataille de la rivière Kalka, 1223, et ses victoires à Liegnitz et Mohi, 1241, ne furent pas simplement le fruit d'une armée disciplinée, mais d'un esprit brillant qui savait anticiper les réactions de l'ennemi et les manipuler à son avantage. Dans chacun de ces mouvements, on retrouvait une précision chirurgicale, un calcul méticuleux qui témoignait de son intelligence profonde du combat. L'écho de son génie stratégique résonne encore à travers les siècles. Et bien que sa figure ne soit pas aussi populaire auprès du grand public que celle d'autres commandants légendaires, pour ceux qui connaissent son histoire, Subutai restera toujours l'un des plus grands génies militaires de tous les temps. Car le génie de Subutai ne résidait pas seulement dans la guerre, mais aussi dans sa vision pour l'avenir. Un avenir qui, encore aujourd'hui, influence les tactiques et les stratégies de ceux qui étudient l'art de la guerre.